Bonjour, je vais vous présenter les métadonnées du SINP. Les méta quoi? Ah, tu n'as jamais entendu parler des métadonnées? Eh bien, je vais te présenter le concept. Les métadonnées, c'est un ensemble d'informations qui vise à décrire les différentes données disponibles dans le SINP, pour mieux les comprendre et mieux les utiliser. Comme tu le sais, le but du SINP est de produire un socle de connaissances solide sur la biodiversité, avec une structure uniforme, pour que les connaissances soient accessibles à tout le monde. C'est sûr que c'est très bien, mais dans la pratique c'est difficile, parce que les données du SINP elles proviennent de nombreux acteurs, chacun les collecte à sa manière, les récupère depuis le terrain, la littérature, les collections... En effet, d'autant que ces données sont produites pour répondre à des besoins différents, et elles sont gérées de diverses manières par les producteurs. C'est pour mieux prendre en compte ces éléments que les métadonnées sont utiles. Je vois. Donc les métadonnées, c'est simplement un descriptif des données disponibles. En quelque sorte, oui. Elles servent à mieux comprendre le contexte dans lequel les données disponibles ont été produites. Par exemple, elles permettent de savoir si un lot de données porte sur des observations d'habitat ou d'espèces. S'il s'agit d'observations d'espèces, elles précisent les groupes taxonomiques concernés. Elles permettent également de préciser les méthodes utilisées pour recueillir les données, par exemple un suivi de rapace par balise GPS. En allant plus loin, ces métadonnées nous permettent aussi de savoir quels sont les acteurs qui ont travaillé sur ces lots de données, pourquoi on les a produites, et même sur quelle emprise géographique et temporelle. Globalement, elles servent donc à décrire les lots de données en disant qui a produit quoi, où, quand, comment et pourquoi. D'accord. Je comprends que ça peut être utile dans certains cas, mais dans la pratique, ça sert à qui? En réalité, la plus-value est réelle pour tout le monde. Tout d'abord, pour le producteur, c'est un support qui permet d'organiser ces données dès leur acquisition. Il peut les organiser par projet, décrire les protocoles utilisés et retrouver plus facilement ses propres données. Les métadonnées lui permettent aussi de mieux partager et faire connaître son travail, en précisant quel protocole il met en place, sur quel site, dans quel but, etc. Enfin, elles lui permettent de diffuser ses lots de données en étant bien mentionnées, avec ses partenaires, en tant que source. D'accord, et j'imagine que pour les plateformes du SINP, c'est également utile. Bien sûr, les métadonnées nous permettent de mieux connaître les données qu'on rend disponibles au public, de citer les sources et de mieux valoriser les producteurs de données. Elles nous sont également utiles quand on calcule des indicateurs, par exemple. Et donc pour les personnes qui utilisent les données disponibles dans le SINP... Elles permettent de savoir si les données disponibles sont adaptées pour répondre aux besoins de chacun, de savoir comment ont été acquises les données disponibles sur un site et estimer leur représentativité de la biodiversité d'un site selon les protocoles déployés, par exemple. Mais également de savoir si les données sont précises ou s'il s'agit de données de synthèse. Et enfin, elles lui permettent de citer les sources et éventuellement de prendre contact avec le producteur pour accompagner son propre projet, par exemple. Effectivement, ça a l'air utile, mais concrètement, qui le met en œuvre et comment? Dans la pratique, produire les métadonnées demande de bien connaître les données, le contexte de leur production, les méthodologies utilisées. En général, c'est donc le producteur qui est le mieux placé pour renseigner les métadonnées. Dans certains cas, il peut aussi s'agir des chefs de projet, maîtres d'ouvrage, financeurs, etc. Et pour le producteur, le plus efficace est de créer les métadonnées avant même de produire les données. De cette manière, il peut organiser et retrouver ces données dès leur production et leur analyse, avant même de les verser au SINP. Tu veux dire que je vais devoir enregistrer le protocole, le financeur, et toutes ces informations à chaque fois que j'observe une espèce ou un habitat? Oula, non, on ne note pas tout à chaque fois, rassure-toi. Attends, je vais t'expliquer comment ça marche. Pour associer toutes ces informations aux données de biodiversité, on utilise deux notions. D'abord, les cadres d'acquisition. Ce cadre d'acquisition, il va décrire dans quel cadre les données ont été produites. Il va donc décrire le projet qui a permis de produire ces données, les acteurs mobilisés pour les produire, et enfin, décrire la zone géographique et la période couverte par le projet, ainsi que la nature des données. Est-ce qu'il s'agit d'habitat, d'espèces, quel groupe taxonomique? La deuxième notion, c'est le jeu de données. Il apporte des informations un peu plus fines. Les jeux de données servent à décrire de quelles données il s'agit et comment elles ont été acquises. Le but d'un jeu de données, c'est de regrouper des données les plus homogènes possibles. Il va donc détailler la nature des données regroupées, est-ce qu'il s'agit d'habitat, d'espèces, dans quel secteur. Il précise aussi les acteurs impliqués. Et enfin, pourquoi et comment ce lot de données a été produit. D'accord. Et comment on articule les cadres d'acquisition et les jeux de données? Le cadre d'acquisition est le niveau supérieur. Il décrit le contexte, le projet global si tu veux. Ce cadre va contenir un ou plusieurs jeux de données homogènes.
Chaque jeu de données du SINP doit appartenir à un cadre d'acquisition. C'est donc comme des boîtes, et je vais ranger mes données dans mes différentes boîtes jeux de données. Ça devient plus clair. Mais pour être sûr, t'aurais pas quelques exemples à me donner ? Si, bien sûr. Regarde, pour un ABC par exemple, ton cadre d'acquisition va détailler le programme Atlas communal en lui-même. Sur quelle commune, avec quel financeur ou maître d'ouvrage, les groupes taxonomiques visés, la période visée et même la publication qui a été faite par exemple. Au sein de ce cadre d'acquisition, tu auras autant de jeux de données que souhaité. Par exemple, ici, tu peux avoir un premier jeu de données pour un inventaire des araignées, collecté par une association et un expert, sans protocole particulier. Puis, un second jeu de données, produit par d'autres structures, pour un inventaire des oiseaux de la commune. Et enfin, un troisième jeu de données, produit par d'autres acteurs encore, pour l'inventaire des champignons. J'y vois bien plus clair. Et alors par exemple, si je travaille sur une évaluation de gestion dans un site protégé, ça peut constituer un cadre d'acquisition qui détaille le contexte. C'est ça. Et dedans, je pourrais avoir un jeu de données pour mes relevés papillons en suivant le protocole STERF, et un autre pour mes relevés botaniques qui n'ont pas de protocole mais qui me permettent de rechercher des plantes hôtes par exemple. Exactement. Et si on prend un dernier exemple, imaginons que tu participes au programme national Vigikiro. Eh bien, tu peux constituer un cadre d'acquisition dans tes outils, qui permet notamment de valoriser les acteurs mobilisés. Avoir un premier jeu de données pour le protocole routier, puis un second pour le protocole pédestre. Je vois. D'ailleurs, tu parlais d'outils. Je sais maintenant que je dois enregistrer un certain nombre d'informations pour décrire mes données. Est-ce qu'il y a des outils pour saisir ces informations, ou au moins des guides, pour savoir quelles informations collecter et de quelle manière ? Oui, il existe un certain nombre d'outils pour que toutes les métadonnées suivent des normes et pour faciliter leur création. La première solution pour créer les métadonnées, c'est d'utiliser l'application en ligne Métadonnées, qui permet de créer directement ces métadonnées et d'alimenter les bases de données nationales ou de consulter les métadonnées des autres acteurs du SINP. Ah oui, et je peux le faire dans mes propres outils, en veillant à ce qu'elles restent échangeables avec les autres ? Oui, bien sûr, en t'appuyant sur le standard des métadonnées. Il sert à normer la structuration et le type d'information que tu vas pouvoir enregistrer dans tes métadonnées. Par exemple, il définit les objectifs possibles d'un cadre d'acquisition ou les niveaux territoriaux possibles, pour que chacun parle le même langage en quelque sorte, quel que soit l'outil qu'il utilise. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des données. Un autre outil disponible est le référentiel organisme. Il permet de constituer une base de données des organismes existants et qui sont mobilisés dans l'acquisition des données de biodiversité. Comme pour les métadonnées, il existe une application en ligne qui permet d'alimenter directement les bases nationales. Et comme pour les organismes, il existe un référentiel des méthodes et techniques de collecte. Il s'appelle Campanule et il permet à chacun de recenser et partager les différentes méthodes ou techniques qui existent pour recueillir des données de biodiversité. Ah mais tout est prévu alors. Je vais essayer de le mettre en place. Ça me permettrait d'y voir un peu plus clair dans mes données et de mieux les organiser. Le plus dur, ça va être de se rappeler de tout ça. Mais non, regarde. Un guide est disponible pour t'aider à constituer tes jeux de données. Et même un arbre décisionnel pour t'aider à décider comment constituer tes jeux de données et tes cadres d'acquisition. En effet, bon il n'y a plus qu'à m'y mettre. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. D'ailleurs, je dois le faire pour toutes mes anciennes données ? Tu peux le faire, c'est toujours mieux, même si rien ne t'y oblige. Par contre, je te conseille de le faire au moins pour toutes tes données à venir.